Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre chronique hebdomadaire Microscope dont nous vous livrons aujourd'hui le 6e numéro. Nous allons examiner ensemble un article de Jeune Afrique paru il y a juste 2 jours et qui devient viral sur les réseaux sociaux et qui se trouve être largement partagé par tous les médias du réseau France Média Monde et qui est beaucoup commenté actuellement sur Internet. Quel est cet article? On tente de faire croire, parce que depuis les retraits du groupe qu'on a appelé Wagner du Mali, les médias français sont dans une campagne déjà de diabolisation et de délégitimation de Africa Corps rattaché directement au ministère de la Défense russe. L'objectif, faire coûte que coûte croire que rien ne change au Mali, Africa Corps, Wagner, État russe, tous sont des mercenaires. Aussi simple que ça. Mais quel est le fondement de ces affirmations, de ces jugements de valeur? Je parle bien sûr de fondements scientifiques, de fondements factuels. C'est ça qui m'intéresse. L'article en question, qui est d'ailleurs l'objet de notre analyse d'aujourd'hui, tente de faire croire que certains journalistes de Jeune Afrique ont infiltré une chaîne privée de Telegram appartenant à certains membres de Wagner, entre guillemets, et que dans cette chaîne Telegram, des vidéos et photos existent qui montrent les exactions de Wagner au Mali, avec des propos racistes, une forme de néonazisme russe au Mali, des expressions, exactions, torture, racisme décomplexé existent dans cet article. Les Russes de Wagner appelleraient à travers ces vidéos sur la chaîne privée Telegram des peuls puants. Des soldats maliens sont appelés par les Russes, selon eux, toujours des nègres, des charbons, etc., etc. Voilà en substance la teneur de cet article. Ça pousse à la révolte, naturellement. Mais nous ne sommes pas guidés par l'émotion. En tant que spécialistes de la communication et du journalisme, mais pas que ça. En tant que spécialiste des sciences criminelles, de la criminologie, de la criminalité organisée et du terrorisme, moi, face à un tel sujet, à un tel article, j'interroge, je convoque tous mes sens de l'analyse pour voir la validité des faits rapportés. Je ne suis pas ici pour rejeter en bloc les faits rapportés ou vous dire c'est vrai, c'est faux, cela ne m'intéresse pas. Je sais que tous les êtres humains sont dotés de la raison. Leur compatriote Descartes le disait, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Faisons une analyse rigoureuse de cet article de Jeune Afrique, largement commenté par France 24 et RFI, du réseau France Média Monde. On va analyser rigoureusement au plan méthodologique, géopolitique, au plan de la rhétorique et du point de vue médiatique. Qu'est-ce qu'il faut interroger d'abord? Du point de vue méthodologie et médiatique, on s'intéresse aux sources de ces informations, naturellement, avec une question simple. Ils disent qu'ils ont infiltré. Dans le cadre d'une enquête, ils ont infiltré une chaîne Telegram privée. Donc, l'espionnage.
l'espionnage. Alors, qui sont ces journalistes ou enquêteurs qui ont infiltré cette chaîne Telegram? On parle des journalistes de Jeune Afrique, mais qui sont-ils réellement? On n'en parle pas. Qui sont les enquêteurs qui ont su infiltrer cette chaîne privée? Parce que il y a 3 moyens de persuasion. Le logos, c'est-à-dire la logique. Le pathos, ça c'est l'émotion. Il y a l'ethnos, ça c'est la personnalité de celui qui parle, celui qui donne l'information. On parle de Jeune Afrique, mais qui sont ces enquêteurs de Jeune Afrique? Est-ce des journalistes ou des agents des services secrets? Qui sont-ils? Pourquoi leur identité, en tout cas dans les textes que moi j'ai lus, n'apparaît pas? Je me pose cette première question. Deuxième question, alors, puisqu'il parle des vidéos et des photos qui existent dans une chaîne Telegram, on prend ça comme une preuve suffisante pour ajouter tous ces jugements sur l'ensemble d'une armée et de 2 États. La collaboration entre 2 États est jugée à l'aune des vidéos ou des photos trouvées dans une chaîne Telegram privée, selon eux-mêmes. Alors, on se pose la question, comment ont-ils vérifié l'authenticité de ces contenus? Est-ce qu'ils ont même vérifié l'authenticité des contenus? Là, on parle peu de ces points aussi. Troisième question, puisqu'il parle des discours néo-nazis, de racisme, c'est comme Poutine accuse le régime ukrainien de néo-nazisme. Les médias français accusent de même les Russes de pratiquer le néo-nazisme au Mali et au Sahel. Il y a une inversion des accusations dans un contexte géopolitique bien particulier. Alors, on se pose la question toute simple, est-ce que ces médias ont collaboré avec des experts indépendants pour interpréter ces propos-là, afin d'établir qu'il s'agit bien sûr des discours ou des faits qui relèvent du néo-nazisme? Cela aussi n'apparaît pas dans leur discours. Pour quelles raisons? Posez-vous la question. Pour quelles raisons la réponse à ces 3 questions initiales n'apparaissent pas dans leur article? Très important. Alors, essayons de voir maintenant cet article du point de vue géopolitique. Jeune Afrique est un journal, en tout cas, très proche des intérêts français et européens, de l'Union européenne. Ça veut dire que les intérêts de la France et de l'Union européenne sont aussi les intérêts de Jeune Afrique. C'est très important. Jeune Afrique et RFI France 24 appartiennent au réseau France Média Monde. En 2022, dans le cadre de la rivalité entre la France et la Russie pour le contrôle de l'influence au Sahel, Emmanuel Macron avait assigné une mission particulière aux médias français, notamment du réseau France Média Monde. Écoutons le président français parce que c'est important pour comprendre la visée de certains discours médiatiques. À utiliser. Mais on doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons créé ces dernières années un poste d'ambassadeur justement dédié spécifiquement à cette question qui est absolument fondamentale et qui à mes yeux est, comme je viens de l'évoquer, clé et qui permettant justement de travailler sur la diplomatie publique en Afrique permet d'installer notre narratif et de donner nos arguments. Et je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés, des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter
la valorisation de nos propres actions. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Et je pense que nous avons collectivement à repenser notre grammaire commune. Face à une impopularité croissante de la France en Afrique, le président Emmanuel Macron demande aux médias français et aux alliés de la France dans les opinions publiques africaines d'imposer leur narratif, de valoriser leurs propres actions, de déconstruire le narratif russe, c'est-à-dire les diaboliser. Et cette mission, sinon ces missions ont été assignées, vous venez de l'entendre, au réseau France Média Monde, RFI, France 24, Jeune Afrique, etc. Certes, ils ont fait un communiqué pour se désolidariser, en tout cas officiellement, de cette directive présidentielle. Mais est-ce que les faits ne sont pas en train de prouver aujourd'hui qu'ils sont en train d'exécuter parfaitement ces missions assignées? La question est là. Il s'agit de quoi ici? D'une guerre psychologique, d'une guerre informationnelle contre les ennemis de la France au Sahel, la Russie et les régimes actuels dans les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. Ceci étant, qu'est-ce qu'on constate de très important ici? La France est en train de perdre du terrain. Dénoncer les exactions, parce que les Français ont été chassés du Sahel pour la Russie, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en faveur de la Russie. Donc, dénoncer les exactions russes, entre guillemets, peut constituer un levier pour délégitimer les partenariats russo-malien qui a pris la place de la France qui était dans son précaré. Donc, qu'est-ce que les médias appliquent ici? Un narratif de la lutte pour l'influence en Afrique. Très important à retenir. Venons-en maintenant à la rhétorique utilisée par cet article. Prenons le champ lexical des exactions, des violences. On parle d'exactions, de tortures, de racisme décomplexé. Ces termes ont une connotation, une visée. Quelle est cette visée? Une indignation morale immédiate. C'est ce qui est recherché à travers l'emploi de ces termes. Passons cela. Il y a des expressions comme « peul puant », soi-disant les Russes, mercenaires russes de Wagner appellent les peuls puants. Un terme raciste. Et qu'ils appellent les soldats maliens des charbons ou des nègres. L'objectif de ces termes, c'est pour faire quoi? C'est de choquer. Choquer les peuls, choquer les soldats et créer un rejet viscéral. Un rejet viscéral à l'intérieur. Chez les Russes, chez les peuls et chez les soldats maliens contre les Russes. Et l'État qui travaille avec ces Russes. C'est ce qui est recherché ici. Mais quand on sort des émotions pour analyser les faits, est-ce que ce langage est littéralement rapporté comme ça par les Russes dans cette chaîne-là? Ou bien c'est une interprétation faite par les journalistes ou enquêteurs de ces médias français? Posons-nous cette question. Admettons même que ce soit vrai. Certaines personnes sont dans une chaîne Telegram, ils sont en train de parler comme ça des peuls et des soldats maliens. Est-ce que c'est l'ensemble des Russes qui sont au Mali qui parlent comme ça, ou bien quelques individus dans une chaîne Telegram privée qui sont en train de parler comme ça? Alors si ce n'est pas tout le monde,
Si ce n'est que les propos d'une seule personne, ou deux ou trois personnes même, admettons 10 personnes même, comment on peut prendre les propos de 10 personnes pour juger 1000, 2000, 3000 personnes avec ça? Et au point même de l'étendre aux États, juger l'État du Mali et l'État russe, ou bien l'armée du Mali et l'armée russe en fonction des propos tenus par quelques individus sur une chaîne Telegram privée. Pourquoi on ne fait pas cette contextualisation indispensable à la compréhension du grand public? Pourquoi les médias français n'analysent pas le fait que la France elle-même s'est alliée à une ethnie au Mali pour créer une rébellion? Si on doit accuser les Russes de néonazisme, de racisme décomplexé, un officiel français a dit publiquement: les Touaregs sont nos amis. Et ils ont assumé les avoir armés et soutenus politiquement et diplomatiquement pour créer une rébellion contre les autres communautés du nord du Mali et l'État du Mali. C'est la France qui est à la base de ça. Et il a fallu aujourd'hui que les Touaregs créent une plateforme pour dire qu'ils n'accepteront plus jamais que des mercenaires Touaregs exploités par la France parlent au nom de leur communauté. Chapeau ici au ministre de la Communication actuel, Alhamdou Aguilien, et le général Gamou, qui sont en train de déconstruire aujourd'hui cette manipulation. Pour quelles raisons les médias français ne parlent pas des propos racistes du général Jean-Bernard Pinatel, qui a dit en 2019 tout près que les Peuls et les Touaregs, qu'il faut donner un statut à l'Azawad, statut politique, donc diviser le Mali, ou créer un fédéralisme. Pourquoi? Parce que selon lui, les Touaregs et les Peuls n'accepteront pas de se soumettre aux Noirs du sud du Mali. Ce n'est pas un Russe qui a tenu ces propos, mais bien sûr le général Jean-Bernard Pinatel de la France. Pourquoi les médias français ne parlent pas de ces néonazismes que la France cherche à installer, à inventer au Mali, alors qu'il n'y a aucun problème entre les différentes communautés du Mali? Ce que nous voyons comme problème communautaire n'est qu'une instrumentalisation à des fins géostratégiques. C'est confirmé par le diplomate algérien Nourdine Ayadi dans son dernier ouvrage sur le Mali, Kidal vaut bien une guerre. Pourquoi les médias français n'analysent pas les propos de Jean-Yves Le Drian qui, lors d'un voyage, un séjour au Mali en 2015, a tenu un propos qui suscite le régionalisme au Mali? Il avait dit quoi? Que depuis l'indépendance, le nord et le sud du Mali ne parviennent pas à s'entendre. Qu'il faut maintenant trouver une solution définitive, c'est-à-dire la partition du Mali. Ça, c'est des faits avérés. Et donc, fermer les yeux sur ça, sur un problème ethnique et racial inventé par la France à travers ses officiels, faire taire tout ça, mettre l'éteignoir sur tout ça pour accuser les Russes de racisme au Mali, c'est juste une tentative d'inverser les accusations et mettre la Russie à la place de la France. Au-delà de ça, posons-nous une question très intéressante. Cet article qui vient de paraître contre les Russes, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Le moment choisi, dans un contexte où le président Assimi Goïta est en Russie avec plusieurs membres de son gouvernement, dans le cadre d'une visite d'État, où il est question de partenariat, il est question de signature de plusieurs contrats dans plusieurs domaines, qui était quand même la chasse gardée de la France. Ça se situe dans ces contextes. Alors, pourquoi ces médias passent sous silence cette coïncidence? Parce que le but, selon
mes analyses, le but exact de cet article est la délégitimation de ce partenariat entre le Mali et la Russie. Et ce n'est pas un fait nouveau, c'est classique chez les médias français. Dans les mémoires du fondateur de Jeune Afrique, c'est écrit noir sur blanc, la preuve est devant vous, que lors d'un voyage d'un responsable chinois en Afrique, les États-Unis étaient paniqués parce qu'ils ne voulaient pas que la jeunesse soit convaincue par une forme de partenariat avec la Chine. Et pour empêcher que la jeunesse comprenne les enjeux d'un partenariat avec la Chine, il faut recourir aux médias pour dénigrer ces déplacements des Chinois en Afrique. Et les montants proposés à Jeune Afrique à l'époque couvraient la dépense de l'année de ce journal. C'est dans le mémoire du fondateur même de Jeune Afrique. C'est ça le mode opératoire à chaque fois que la Russie ou la Chine s'intéresse au continent africain, les services de renseignement, et c'est la CIA qui avait approché Jeune Afrique pour proposer ces deals. Et à chaque fois que la Russie ou la Chine pose des actions en Afrique, les services de renseignement des États occidentaux recourent à ces médias pour essayer de dénigrer, pour essayer de lancer de la désinformation pour que les peuples africains ne puissent pas comprendre l'importance de changer de partenaire pour voir ailleurs. C'était là la chronique de cette semaine. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Salut à tous.